Je posais ma fourchette et regardais ma montre. Il était 19h30, exactement 5 ans auparavant, presque à la minute près. J'étais entrée dans cette maison avec 2 valises et l'espoir d'une vieillesse heureuse, entourée de mes proches. C'est drôle comme la mémoire. Marque précisément les tournants de la vie, grand-mère. Tu regardes encore cette vieille montre, remarqua Théo, mon petit-fils de 13 ans, le seul dans la famille, qui remarquait parfois mes gestes et mes habitudes. Elle donne l'heure exacte, mon chéri, répondis-je. Contrairement à tes gadgets électroniques, Héloïse, ma fille unique, leva les yeux au ciel. Un geste qui, ces dernières années, était devenu sa réponse caractéristique à tout ce que je disais. À 40 ans, elle ressemblait remarquablement à sa version lycéenne. La même impatience face aux opinions des autres. Le même sentiment de supériorité, seulement maintenant agrémenté de rides d'irritation près des yeux. Antoine, son mari, continuait nonchalamment à couper le rôti de bœuf, prétendant être complètement absorbé par le processus. Grand, avec des cheveux précocement grisonnants et les manières d'un homme, habitué à être écouté sans interruption. Il était médecin-chef à la clinique privée de Saint-Rémy. Depuis ses séances en ville, il était respecté à la maison. On craignait son silence, plus que ses cris. Maman, pourrais-tu éviter de commencer? Dit Héloïse, avec ce ton particulier qu'utilisent les gens pour parler aux très jeunes enfants ou aux très vieilles personnes. Ça a été une dure journée. Aujourd'hui, je n'ai pas commencé, objectai-je doucement, me servant de la salade. Je répondais juste à Théo. Juliette, ma petite fille de 16 ans, ne détachait pas les yeux de son téléphone sous la table. Ses doigts fins, aux ongles peints en noir, glissaient sur l'écran, à une vitesse étonnante. Elle traversait un âge difficile, où les dîners familiaux semblaient une perte de temps inutile, qui pourrait être passée à socialiser avec des amis. Juliette, dis-je, pourquoi ne ranges-tu pas ton téléphone pour le dîner? Cette simple phrase, que j'avais probablement dite des centaines de fois au fil des années. Chut. Pour une raison quelconque, le déclencheur aujourd'hui. Mon Dieu, maman, explosa Héloïse, laissant tomber sa fourchette avec un bruit métallique. Puis, pour une fois, ne pas nous dire comment élever nos enfants. Si Juliette veut rester sur son téléphone, c'est notre affaire. Je me figeai, sentant le malaise se répandre dans la pièce. Comme du vin renversé, Théo fixa son assiette. Juliette leva enfin les yeux de son téléphone, ses yeux s'écarquillant. De surprise. Je suggérais juste, commençai-je. Mais Héloïse m'interrompit. Tu suggères toujours. Chaque dîner, chaque conversation, tu ne peux pas t'empêcher d'interférer. Pourquoi ne peux-tu pas simplement t'asseoir et être reconnaissante que nous t'hébergeons? Antoine leva enfin les yeux de son assiette. Son visage montrait de l'irritation, mais pas de surprise. Il avait attendu ce moment, réalisai-je. Peut-être avait-il préparé le terrain. Héloïse, dit-il, de ce ton de médecin qu'il utilisait pour annoncer des diagnostics désagréables aux patients. Je ne pense pas que ta mère réalise pleinement le fardeau qu'elle représente pour notre famille. Fardeau, répétai-je, sentant mes mains trembler. J'ai vendu ma maison. Pour être plus près de vous, j'aide avec les enfants, la cuisine, le ménage que nous devons refaire. De toute façon, ajouta Héloïse, tu ne sais même pas passer l'aspirateur correctement. J'ai senti mes joues s'empourprer. La situation était absurde. Une femme de 70 ans, réprimandée pour ne pas utiliser l'aspirateur correctement, comme si elle était une femme de ménage négligente. Et tes histoires interminables. Sur le passé, continua Héloïse, comme si une digue s'était rompue. Personne ne se soucie du prix du pain dans les années 70 ou de comment tu as rencontré papa. Personne. Les enfants posent souvent des questions, dis-je doucement, regardant mes petits-enfants
Théo hocha brièvement la tête, mais détourna immédiatement le regard, croisant celui de son père. Ils sont juste polis, dit Antoine, contrairement à leur grand-mère, qui ne comprend pas les limites. Je sentis quelque chose se serrer en moi. 5 ans de ressentiment accumulés, de malentendus, de petites humiliations, se cristallisèrent soudain en un moment de clarté. Il ne voulait pas de moi ici. Peut-être ne l'avait-il jamais voulu. Je suis venu ici à votre demande, rappelai-je, essayant de parler calmement. Quand vous avez dit que les enfants avaient besoin d'une grand-mère à proximité, c'était avant que tu ne deviennes une vieille femme grincheuse qui critique tout, cria Héloïse, avant que tu ne commences à nous espionner et à fourrer ton nez dans nos affaires. Je me figeais. Alors il soupçonnait, savait que j'avais vu quelque chose, remarqué quelque chose. Le secret que j'avais gardé ces 3 dernières années devint soudain tangible, comme une autre personne à la table. Je n'espionne pas, dis-je, la bouche sèche. Je vis juste ici, et c'est exactement le problème. Héloïse se leva d'un bond, son visage déformé par la rage. Tu vis ici, tu es toujours là, toujours à regarder. Juguer, interférer. Tu es un fardeau pour notre famille. Va-t'en. Le silence qui suivit ce cri était assourdissant. Juliette laissa tomber son téléphone, qui heurta le parquet, avec un bruit. Théo sembla cesser de respirer. Antoine essuya lentement sa bouche, avec une serviette, comme s'il assistait à un dîner d'affaires, plutôt qu'à un scandale familial. Héloïse, dit-il enfin doucement, je ne pense pas que ce soit l'approche la plus constructive. Pendant un instant, je pensais qu'il allait prendre ma défense, mais la phrase suivante brisa cette illusion. Hélène mérite une chance de corriger son comportement. Nous pouvons discuter des règles de la maison. J'ai regardé ma fille, espérant un signe de regret. Mais Héloïse croisa les bras sur sa poitrine, ses yeux brûlants de détermination. Non, Antoine, je n'en peux plus. Soit elle part, soit je prends les enfants et je vais chez ma sœur. C'est ton choix. Je me levai lentement, de la table. Mes jambes semblèrent de coton, mais mon dos restait droit. Une habitude acquise après des décennies d'enseignement en école primaire. Rester droite, même quand on veut se recroqueviller. Ce ne sera pas nécessaire, dis-je, surprise par le calme dans ma voix. Je vais partir. Grand-mère. Non, s'exclama Théo, élevant la voix. Pour la première fois de la soirée, ce n'est pas ce que maman voulait dire. C'est exactement ce que je voulais dire. Coupa Héloïse. Et n'essaie pas de manipuler les enfants, maman. C'est indigne, même de toi. J'ai regardé mes petits-enfants, Théo effrayé et Juliette confuse. En 5 ans, je les avais vus grandir jour après jour, les emmenant à l'école, les aidant avec leurs devoirs, soignant leurs genoux écorchés et leurs cœurs brisés. Je les aimais plus que je ne pourrais jamais l'exprimer. Je regardais tout le monde à la table, Héloïse rouge de colère, Antoine impassible, les enfants confus. Le dîner familial était devenu une scène de mon humiliation publique. Mais à ce moment, debout à la table, je ressentis soudain une clarté extraordinaire, comme si un voile s'était levé de mes yeux, et pour la première fois depuis des années, je vis la situation telle qu'elle était, sans auto-illusion, sans excuse. Je montais les escaliers, sentant la douleur dans mes genoux, à chaque pas. Peut-être n'était-ce pas l'arthrite, mais le poids du moment. La décision que j'avais prise au dîner pesait sur mes épaules, plus lourdement que tout poids physique. Derrière moi, les visages choqués de mes petits-enfants, le regard froid d'Antoine et les yeux en colère d'Héloïse. Ma fille unique, qui venait de me chasser de la maison, la petite chambre qui m'avait servi de chambre. Ces 5 dernières années, m'accueillit avec son ascétisme habituel. Un lit étroit, une vieille commode, un bureau que j'avais apporté de ma maison. La seule chose sur laquelle j'avais insisté en emménageant, c'était le bureau où je corrigeais mes cahiers quand j'enseignais encore. À l'école primaire, où j'écrivais des lettres
à mon mari quand il était en voyage d'affaires. Maintenant, il y avait qu'une photo de Théo et Juliette, prise il y a 3 ans à Noël, avant que l'adolescence ne rende leur sourire rare. Je sortis une valise de sous le lit, la même avec laquelle j'étais arrivée il y a 5 ans. Je me souviens de l'appel d'Héloïse, après la mort de mon père, disant que les enfants avaient besoin d'une grand-mère à proximité, que la grande maison était trop vide pour moi seule, que Saint-Rémy avait les meilleures écoles. Pour Théo et Juliette, j'avais vendu la maison, où j'avais vécu pendant 40 ans, laissé mes amis, une vie familière. Tout pour être prêt, de la seule famille en fait qu'il me restait. La première année fut presque idyllique. J'aidais avec les enfants, cuisinais le week-end, racontais des histoires sur l'enfance d'Héloïse. Antoine était poli, sinon cordial. Les enfants, pas encore enchaînés par l'aliénation adolescente, appréciaient vraiment ma présence. Nous jouions souvent à des jeux de société. Je les aidais avec leurs devoirs, lisais des livres avant le coucher. Et puis, quelque chose changea, imperceptible au début, petite remarque d'Héloïse, sur ma façon de plier les serviettes ou de couper les légumes, grimacée à peine perceptible d'Antoine. Quand je racontais des histoires du passé, progressivement, les critiques devinrent de plus en plus ouvertes. Mon espace dans la maison se réduisait physiquement et émotionnellement. Je commençais à ranger méthodiquement mes vêtements dans la valise, essayant de choisir l'essentiel. Un léger coup à la porte interrompit mes pensées. Théo s'étonnait sur le seuil, son visage habituellement joyeux, déformé par l'inquiétude. Grand-mère, dit-il doucement, comme s'il craignait que ses parents l'entendent. Vas-tu vraiment partir? Oui, mon chéri, répondis-je, continuant à ranger. Parfois, les adultes ont besoin d'espace, les uns des autres. Mais où vas-tu aller? Il est presque 21 heures. Le soir. J'ai souri, essayant de ne pas rendre le sourire forcé. Je vais appeler Monique, te souviens-tu? Nous sommes allés chez elle. Pour le thé. L'automne dernier. Elle a une grande maison, sur la rue des Lavandes. Cette vieille dame avec le chat? Théo plisa le nez. Maï se corrigea. Tu veux dire ton ami? Qui nous a donné des biscuits au raisin? C'est exact. Orraigé, tirant un album photo de l'étagère. Monique fut ma plus vieille amie. Nous sommes allés à l'université ensemble. Maman a dit que tu pourrais revenir. Si tu commençais. Il hésita, cherchant ses mots, à respecter leurs limites. J'ai réprimé un soupir. Typique d'Héloïse, utilisant un enfant comme intermédiaire, mettant ses propres termes dans sa bouche. Mon chéri, m'approchai-je de mon petit-fils et posai mes mains sur ses épaules. Certaines choses sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent. Parfois, les gens doivent se séparer pour se retrouver, et parfois, la séparation est juste la fin de l'histoire. Je ne pris pas la peine de lui dire que je ne reviendrai pas, que sa mère avait franchi une ligne qui ne pouvait être annulée par des excuses, que son père était impliqué dans des choses qu'un garçon de 13 ans ne devrait pas savoir. Laisseras-tu ton numéro? Demanda-t-il. Et il y avait une telle inquiétude sincère dans sa voix que mon cœur se serra. Bien sûr. Écrivis-je le numéro sur un morceau de papier et le lui tendis. Appelle-moi quand tu veux. Et donne le même à Juliette. À ce moment, Héloïse apparut, dans l'embrasure. Son visage était tendu, ses yeux rougis, comme si elle avait pleuré, mais je connaissais ma fille. C'étaient des larmes de rage, pas de remords. Théo, dit-elle avec pression, il est temps de faire tes devoirs. Mais... Maman. Maintenant, elle dit d'un ton qui n'admettait pas d'objection. Théo me lance un dernier regard, impuissant, coupable, et quitta la pièce. Héloïse me lança un regard froid. J'espère que tu ne remplis pas sa tête d'histoires sur quelle mère terrible. Je ne ferai jamais ça, répondis-je calmement. Contrairement à toi, je n'utilise pas les enfants. Dans mes jeux. Son visage se déforma. Tu ne m'as jamais comprise, exhala-t-elle.
toujours à penser que tu savais mieux, toujours à me regarder de haut. Je secoua la tête, fermant ma valise. Non, Héloïse, je t'ai toujours regardée avec amour, avec inquiétude, parfois avec perplexité, mais toujours avec amour. Et si tu m'aimais, sa voix tremblait. Tu respecterais mes décisions, ma famille, mon mariage. Je la regardais, ses poings serrés, ses jointures blanches de tension. Ma petite fille, qui m'apportait autrefois des pissenlits cueillis dans le parc, s'était transformée en une femme qui chassait sa mère de la maison. L'amour ne signifie pas l'aveuglement, dis-je doucement. Je vois ce qui se passe dans cette maison. Je vois ce que toi et Antoine faites. Ses yeux s'écarquillèrent. Une lueur de peur en eux, pendant un instant, mais elle se ressaisit rapidement. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle. Si tu fais référence à la manière dont nous élevons nos enfants, tu sais exactement de quoi je parle, l'interrompis-je, élevant la voix. Pour la première fois depuis longtemps, les faux rapports, les effets secondaires cachés sur toi et Antoine. Mettant des gens en danger, pour de l'argent et une réputation, Héloïse pâlit, sa main se porta instinctivement à sa gorge, un geste qu'elle faisait depuis l'enfance. Quand elle avait peur ou était nerveuse, tu es délirante, dit-elle, mais sa voix semblait incertaine. Des fantasmes de vieil âge. Alors pourquoi es-tu si désespérée? Que je parte, demanda-je, ramassant ma valise. Pourquoi maintenant, alors que les essais cliniques sont presque terminés? Elle recula d'un pas, comme si j'étais contagieuse. Chocho, murmura-t-elle, sors juste de ma maison. Je passai devant elle, me sentant étrangement calme, 5 ans que je vivais, dans la peur de perdre, le dernier lien avec ma famille, 5 ans que je gardais le silence, sur ce que je savais. Maintenant que le choix avait été fait pour moi, je ressentais non pas du chagrin, mais du soulagement. Antoine m'attendait sur les escaliers, grande, élancée, avec une chemise parfaitement repassée, une posture impeccable, un modèle de chef de famille et un médecin respecté. Personne n'aurait deviné que cet homme falsifiait méthodiquement les résultats des essais de médicaments, ce qui pourrait coûter la vie à des dizaines, sinon des centaines de patients. Laisse-moi t'aider avec ta valise, dit-il. Avec une politesse feinte, tendant la main, je lui tendis la valise et commençai à descendre les escaliers. Me tenant à la rampe, mes genoux se rappelèrent à moi, à nouveau. Mais je ne me permis pas de montrer de la faiblesse. En bas, dans le couloir, Juliette était à moi. Ses yeux étaient rouges. Elle avait vraiment pleuré, contrairement à sa mère. Son téléphone, habituellement inséparable, reposait oublié sur la console près de l'entrée. Grand-mère, dit-elle doucement, tu vas me manquer. Je l'enlaçai, respirant l'odeur de son shampoing à la pomme qu'elle utilisait depuis qu'elle était petite. Toi aussi, ma chérie. Mais nous nous verrons, je te le promets. Juliette, la voix d'Héloïse, vint d'en haut, dans ta chambre. Mais, maman, maintenant. Juliette tressaillit, me lança un dernier regard et monta lentement les escaliers. J'entendis la porte de sa chambre claquer à l'étage. Antoine ouvrit la porte d'entrée et sortit sur le porche. Je le suivis, jetant un dernier regard sur la maison, que j'avais appelée mienne pendant 5 ans, les photos encadrées sur les murs, le vase de fleurs artificielles que j'avais acheté le printemps dernier, le crochet pour mon manteau, dans le couloir, les petites traces de ma présence, qui disparaîtraient bientôt comme si je n'avais jamais été là. L'air du soir était frais, presque froid. Début octobre à Saint-Rémy était toujours imprévisible. Il pouvait faire chaud, presque estival, pendant la journée. Et le soir, la température chutait, rappelant que l'hiver arrivait. J'aurais aimé avoir pris mon manteau. Il était resté suspendu dans le couloir, et il semblait humiliant de retourner le chercher. Antoine ne s'arrêta pas sur le porche. Il descendit l'allée jusqu'au portail,
l'ouvrit et sortit sur le trottoir, puis, d'un mouvement brusque, il posa ma valise au sol, pas en la jetant, mais pas en la posant soigneusement non plus. Il se débarrassait juste d'un fardeau dont il en avait assez. J'ai appelé un taxi, dit-il, regardant au-dessus de ma tête. Il sera là dans 10 minutes. Merci, dis-je, surprise par mon propre calme. C'est très attentionné de ta part. Il grimaça à mon sarcasme. Mais ne dis rien. Nous nous tenions face à face, une vieille femme et un homme dans la fleur de l'âge, belle-mère et gendre, deux personnes qui ne s'étaient jamais vraiment comprises. Tu sais, Antoine, dis-je enfin, quand Héloïse t'a présenté à moi, je pensais qu'elle avait fait un bon choix. Prospère, éduquée, d'une bonne famille. Tu semblais si stable, si fiable. Il se tendit, comme s'il s'attendait à un coup. Mais les années ont montré que les premières impressions sont trompeuses, continuai-je. Sous le masque de la respectabilité se cache un homme, prêt à risquer la vie de ses patients. Pour le profit. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-il, mais une lueur d'inquiétude brilla dans ses yeux. Je parle des essais cliniques ART 43, dis-je calmement. Des rapports falsifiés, où toi et Héloïse avez omis de mentionner les effets secondaires graves. Chez 20% des patients, Antoine pâlit. Son visage ressemblait à un masque de cire sous la lumière des réverbères. Ce sont des accusations absurdes, dit-il, baissant la voix et jetant un coup d'œil aux maisons voisines. Tu n'as aucune preuve. Vraiment? S'agit un sourcil. Et les copies des rapports originaux que j'ai faites il y a 3 ans ou l'enregistrement de ta conversation avec le représentant de la compagnie pharmaceutique où tu parles explicitement de dissimuler des données. C'était un bluff. Je n'avais pas d'enregistrement, bien que j'ai entendu cette conversation en me tenant devant la porte entr'ouverte de son bureau. Mais Antoine ne pouvait pas le savoir. Avec certitude, son visage se déforma d'un mélange de peur et de rage. Tu m'as espionné dans ma propre maison. J'ai été témoin par accident, corrigeai-je. Et ensuite, j'ai commencé à faire attention. C'est difficile de ne pas le faire. Quand quelque chose ne va pas, Antoine fit un pas en avant, son poing serré. Pendant un instant, j'eus peur qu'il me frappe, mais il se ressaisit, avec un effort visible. Que veux-tu? Grinça-t-il destin. De l'argent. J'ai ri amèrement. Tu ne comprends toujours pas, Antoine. Je ne suis pas une maître chanteuse. Je suis une mère qui s'inquiète pour sa fille et une grand-mère qui ne veut pas que ses petits-enfants grandissent dans une famille de criminels. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Pendant 3 ans, plissa-t-il les yeux. Si tu es si pleine de principes, j'ai détourné le regard. C'était une question que je m'étais posée d'innombrables fois. Parce que j'avais peur de perdre ma famille, répondis-je honnêtement. Parce que j'espérais que vous reviendriez à la raison. Parce que je m'étais convaincue que les effets secondaires n'étaient pas assez graves pour risquer le bien-être d'Héloïse. Et des enfants, je le regardais droit dans les yeux. Mais aujourd'hui, toi et Héloïse avez pris une décision pour moi. Vous m'avez chassé de la famille, que je craignais tant de perdre. Et maintenant, je n'ai plus rien à perdre. Antoine, plus de secrets, plus de silence. Ouais. À ce moment, un taxi s'arrêta sur le trottoir. Le chauffeur, un jeune homme au visage fatigué, baissa sa vitre. Madame Moreau. Une course pour l'hôtel des Rosiers, répondis-je, sans quitter Antoine des yeux. C'est moi. Le chauffeur sortit pour aider, avec la valise. Antoine resta immobile, son visage un masque de choc et de rage. Tu n'oserais pas, murmura-t-il. Pense à Héloïse, aux enfants. Ils sont tous ceux à quoi je pense, répondis-je, ouvrant la portière du taxi. Pendant 5 ans, je me suis tue pour leur bien. Mais parfois, le silence fait plus de mal que la vérité. Je montai dans la voiture et fermai la portière, à travers la vitre. Je vis Antoine, debout sur le trottoir, sa grande silhouette étendue, ses poings serrés, nos regards se croisèrent. Un instant.
et je vis quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais remarqué auparavant. De la peur. Pas pour moi, pas pour les patients, qui pourraient souffrir de ses manigances, mais pour lui-même. Le taxi s'éloigna, m'emmenant loin de la maison où j'avais vécu pendant 5 ans, de la fille qui m'avait rejeté, des petits-enfants que j'aimais, plus que la vie. Mais à ce moment, je ne me sentais pas exilée. Pour la première fois, depuis longtemps, je me sentais libre, libre de la peur, de la complicité silencieuse, de compromettre ma conscience. L'hôtel des Rosiers m'accueillit avec des lustres tamisés et une musique douce dans le hall. Les quelques clients, principalement des voyageurs d'affaires, étaient déjà montés dans leur chambre et seul un jeune réceptionniste, aux cheveux soigneusement coiffés et au sourire chaleureux, s'ennuyait à la réception. Bonsoir, madame, dit-il, d'un ton amical. Puis-je vous offrir une tisane en attendant vos formalités? J'ai besoin d'une chambre, répondis-je, sortant ma carte de crédit pour une nuit. Il compléta rapidement les formalités, sans poser trop de questions, sur une femme âgée, s'enregistrant dans un hôtel, tarde le soir, avec une seule valise, dans une petite ville comme Saint-Rémier. La curiosité prend généralement le pas sur le professionnalisme, mais aujourd'hui, j'eus de la chance, avec l'indifférence. La chambre était standard, sans caractère, meuble beige, un lit drapé de linge amidonné, et une fenêtre donnant sur le parking. Je posai ma valise, m'assis au bord du lit, et pour la première fois de cette longue soirée, je me laissai réaliser. Ce qui s'était passé, j'avais été chassée de ma maison. Ma propre fille avait crié que j'étais un fardeau. Mon gendre avait implicitement menacé que je devais me taire. Sur ses manigances, mes petits-enfants m'avaient regardé avec des yeux effrayés, incapables de comprendre comment un dîner familier s'était transformé en une scène de bannissement. Je ne pleurais pas. Les larmes lui semblaient déplacées. Pas de tristesse, mais de la colère. Et une amère déception m'envahissait. 5 ans que j'avais vécu dans leur maison, 5 ans que j'avais enduré de petites humiliations, 5 ans que j'avais gardé le silence sur des choses qui ruineraient leur vie. Et pourtant, je me retrouvais jetée dehors, comme une chose indésirable. Le téléphone dans mon sac vibre. La 3e fois, en 1 heure. Je le sortis et vis un message d'Héloïse. J'espère que tu réalises ce que tu as fait. Il est trop tard pour t'excuser maintenant. J'ai ricané amèrement. Typique d'Héloïse, même maintenant. Elle reportait la faute sur moi, même maintenant, alors qu'elle m'avait littéralement mise à la porte. J'étais censée me sentir coupable. Ensuite vint un texto de Théo. Grand-mère, vas-tu bien? Maman a dit que tu avais dit quelque chose de stupide. Mon cœur se serra. Pauvre garçon, pris dans un drame d'adulte. Je répondis rapidement. Je vais bien. Mon chéri, ne t'inquiète pas pour moi. Concentre-toi sur tes études. Et sois un bon frère. Pour Juliette. 1 minute plus tard, le téléphone vibra à nouveau. Quand reviens-tu? Je fixai ces 3 mots, ne sachant quoi répondre. Et la vérité semblait trop cruelle pour un garçon de 13 ans. Le mensonge serait bientôt malhonnête. Finalement, j'écrivis. Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, mieux vaut ne pas m'écrire, tant que tes parents ne se sont pas calmés. Après un cours, d'accord. Les textos cessèrent. Je posai mon téléphone et frottais mes tempes. Le mal de tête, qui avait commencé au dîner, empirait. Je devais décider quoi faire ensuite. L'horloge indiquait presque 23 heures. Trop tard pour appeler Monique, mais je savais que mon ami de longue date ne s'offusquerait pas d'un appel à minuit. Vu les circonstances, je composai son numéro et elle répondit après la 2e sonnerie, comme si elle attendait un appel. Près du téléphone, Hélène. Sa voix, marquée par l'âge et des décennies de tabagisme, une habitude qu'elle n'avait abandonnée, qu'il y a 5 ans, semblait inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'appelles jamais si tard. Je pris une profonde inspiration et lui racontai tout. Le scandale au dîner, les mots d'Héloïse, la réaction froide d'Antoine
comment je m'étais retrouvée dans un hôtel avec une valise. À 70 ans, cette dinde pompeuse et ta fille arrogante t'ont mise à la rue, s'indigna Monique après mon récit. Hélène, chérie, pourquoi n'as-tu pas appelé tout de suite? Je serais venue te chercher. Il était tard, répondis-je, et j'avais besoin de temps pour réfléchir. Qu'y a-t-il à réfléchir? Mais ricana-t-elle, tu emménages chez moi demain. J'ai 4 chambres et un seul chat. Il y a de la place pour tout le monde. J'ai souri. Sincèrement, pour la première fois de la soirée, Monique avait toujours été comme ça, opiniâtre, décisive. Y réfléchir, c'est pourquoi je l'aimais. Depuis que je l'avais rencontrée, le premier jour de l'université, il y a presque 50 ans. Es-tu sûr? Demanda Ye. Ça pourrait être pour longtemps. J'espère que ce sera pour toujours. Coupa-t-elle. Je te demande d'emménager chez moi. Depuis 3 ans maintenant. Au lieu de servir cette famille ingrate, tu as enfin pris la bonne décision, même si elle a été forcée. Nous convîmes qu'elle viendrait me chercher à l'hôtel. À 10 heures du matin, après la conversation, je sentis la tension se relâcher. Un peu. Au moins, j'avais un plan pour demain et un toit au-dessus de ma tête. Pour un avenir prévisible, je pris une douche, essayant de laver non pas tant la fatigue physique que la boue émotionnelle de la journée, allongée dans le lit inconnu. Je ne pus dormir longtemps, rejoint les événements de la soirée encore et encore, dans ma tête, imaginant des scénarios alternatifs, où je disais quelque chose de différent, où Héloïse n'explosait pas, où Antoine prenait ma défense. Mais la réalité était celle-ci, ma propre fille m'avait chassée de la maison, et maintenant, je devais commencer une nouvelle vie à 70 ans. Le matin m'accueillit avec la lumière du soleil, filtrant à travers les rideaux lâches et le bruit des voitures. S'arrêtant à l'hôtel, j'avais dormi plus longtemps que d'habitude, presque 9 heures, mais je me sentais toujours épuisée. Mon mal de tête s'était atténué, mais il était remplacé par un sentiment de vide et d'irréalité. Je rangeai mes affaires, descendis dans le hall et payai ma chambre. Puis je sortis et m'assis sur un banc devant l'hôtel, profitant du soleil d'octobre. Saint-Rémy semblait paisible et endormi, une petite ville où tout le monde se connaît, où les nouvelles se propagent, à la vitesse d'un feu de forêt, où les réputations se construisent sur des décennies et se détruisent en un seul jour. À 10 heures précises, la Volvo argentée de Monique s'arrêta devant l'hôtel, la voiture qu'elle appelait affectueusement ma dernière folie, après l'avoir achetée pour son 70e anniversaire, ignorant les exhortations de son fils. Qu'à son âge, il était temps d'arrêter de conduire. Monique sortit de la voiture, une femme grande, imposante, avec des cheveux gris courts et du rouge à lèvres éclatant. Les années avaient à peine courbé son dos, bien que les rides sur son visage se soient approfondies, et sa démarche était moins élastique. À 73 ans, elle ressemblait toujours à une femme, qu'il valait mieux ne pas contredire. Hélène ouvrit-elle les bras, et je m'y avançai. Avec gratitude, ma chère, comme je suis en colère. Contre ta fille, ne gaspille pas ton énergie. Pour ça, souris-je, fatiguée, ce qui est fait est fait. Elle ricana, mais n'argumenta pas. Au lieu de cela, elle prit ma valise et se dirigea vers le coffre. J'ai préparé la chambre bleue. Pour toi, dit-elle, alors que nous nous engagions dans l'allée, celle qui donne sur le jardin. Te souviens-tu, comme tu disais toujours, que c'était la plus belle pièce de la maison? J'ai hoché la tête, sentant une boule dans ma gorge. Monique ne m'offrait pas seulement un toit au-dessus de ma tête. Elle essayait de me rendre heureuse dans cette nouvelle réalité. Merci, dis-je doucement, pour tout. Elle me lança un regard rapide, de compréhension et de sympathie. Il n'y a rien à remercier. Ma chérie, souviens-toi, comment tu m'as aidée. Après la mort de René, je pensais que je n'allais pas survivre l'année. Mais tu venais chaque week-end, préparer le dîner, me faisais sortir de la maison. Tu m'as empêché de sombrer dans le chagrin. Maintenant,
C'est mon tour! La maison de Monique se dressait sur la rue des Lavandes, une rue calme dans la partie ancienne de Saint-Rémy, où des demeures provençales côtoyaient des bâtiments plus modernes. Sa maison appartenait à la première catégorie, une structure à 3 étages, avec un toit en tuiles, un large porche et un jardin soigné. René, son défunt mari, était un architecte prospère et la maison reflétait son goût. Élégante, spacieuse, mais pas ostentatoire. À l'intérieur, nous fûmes accueillis par Oscar, un vieux chat gris, parqué sur le rebord de la fenêtre, dans le hall. Comme le maître de la maison, il s'étira paresseusement lorsque nous entrâmes, mais ne descendit pas pour nous saluer. Ne fais pas attention à lui. Agita Monique la main. Il se prend pour un empereur, et nous pour ses serviteurs. Elle me conduisit à travers le hall, jusqu'au salon. Une pièce spacieuse, avec des plafonds hauts et de grandes fenêtres, des meubles anciens, se juxtaposaient à une décoration moderne. Monique avait toujours eu le don de combiner tradition et nouveauté. Mets-toi à l'aise, dit-elle, désignant le canapé. Je vais faire du thé, et nous pourrons discuter des plans. Pendant qu'elle s'affairait dans la cuisine, je regardais autour de moi, me souvenant combien de fois j'avais été ici auparavant, avant d'emménager chez Héloïse. Monique et moi, nous nous rencontrions presque chaque semaine, buvant du thé, discutant de livres, partageant des nouvelles. Après mon emménagement chez ma fille, ces rencontres devinrent moins fréquentes. Antoine n'aimait pas particulièrement Monique, la considérant excentrique et inappropriée dans sa franchise, pour une femme de son âge. Héloïse n'encourageait pas non plus notre amitié, surtout après que Monique lui avait dit franchement qu'elle ait été trop stricte avec sa mère. Monique revint avec un plateau contenant une théière, des tasses et une assiette de biscuits. Alors, dit-elle, versant le thé, quel est ton plan? J'ai soupiré, prenant la tasse. Honnêtement, je n'en ai pas. Tout s'est passé si soudainement. Tout ce que je sais, c'est que je ne retournerai pas chez Héloïse, même si elle me le demandait, ce dont je doute fortement, et à juste titre. Hocha Monique. Tu as toléré leur négligence trop longtemps, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Que vas-tu faire avec ce que tu sais des manigances de ton gendre? Je me tendis, bien sûr. Monique savait. Je lui avais parlé de mes soupçons il y a 2 ans, quand j'avais découvert pour la première fois des divergences dans les comptes d'Antoine. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Une partie de moi veut tout oublier et commencer une nouvelle vie. L'autre partie réalise que c'est être complice. Monique me regarda attentivement, par-dessus ses lunettes. Qu'as-tu dit à Antoine quand tu es parti? J'étais embarrassée, me souvenant de ce que j'avais dit sur le trottoir, et j'ai laissé entendre que je ne garderais plus leur secret. Laisser entendre. Haussa-t-elle en sourcil. Ou l'as-tu dit clairement? Plutôt la dernière option, admis-je. J'étais en colère et déçue. Alors, tu n'as pas le choix. Monique posa la tasse fermement sur la table. Si tu l'as dit à Antoine, il ne restera pas les bras croisés, il essaiera de te discréditer. Avant que tu ne parles, dira à tout le monde que tu as une démence, que tu te venges de ton exil, que tu l'as toujours détesté. Tu dois agir en première. Je savais qu'elle avait raison. Antoine n'était pas du genre à laisser les menaces sans réponse. Surtout une aussi sérieuse. Mais si je me trompe, demanda-je, exprimant la peur, qui m'avait longtemps empêché d'agir. Et si j'ai mal interprété ce que j'ai vu? Hélène. Monique couvrit ma main, de la sienne. Tu es une ancienne professeure de mathématiques. Tu as passé 30 ans à travailler avec des chiffres. Si tu dis qu'il y a des divergences dans les rapports, alors il y en a. De plus, tu l'as entendu parler. Tu as vu sa correspondance. Fais confiance à ton intuition. J'ai hoché la tête, sentant la détermination grandir en moi. Pendant 5 ans, j'avais fermé les yeux sur ce qui se passait dans la maison de ma fille. 5 ans que j'avais été témoin silencieux de mensonges potentiellement dangereux.
Plus maintenant. Tu as raison. Dis-je, il faut agir. Mais comment? Monique sourit, et il y avait quelque chose de prédateur dans son sourire. J'ai un plan et quelques contacts utiles. Nous passâmes les heures suivantes à discuter de la stratégie. Monique, ancienne avocate, avait en effet des relations. Elle était amie avec l'éditrice du journal local, la Chronique de Provence, et était en bons termes avec le président du conseil médical de la ville. De plus, son fils Paul travaillait dans un cabinet d'avocats dans une ville voisine et pouvait fournir des conseils professionnels après le déjeuner. Monique me montra ma chambre, une pièce spacieuse avec un grand lit, un bureau près de la fenêtre et une salle de bain privée. Les fenêtres donnaient sur le jardin où, même en octobre, les dernières roses fleurissaient encore. Mais si tu es à l'aise, dit-elle, me laissant seule. Repose-toi ce soir. Nous continuerons à planifier ta revanche. Ce n'est pas une revanche. Monique secoua-je la tête. C'est la justice. Elle me fit un clin d'œil et sortit, fermant la porte doucement. Quand je fus seule, je déballai ma valise, suspendis mes vêtements dans le placard, arrangeai les quelques objets personnels que j'avais. Puis je m'assis à la fenêtre, regardant le jardin de Moni et réfléchissant au tournant qu'avait pris ma vie hier encore. J'étais juste une femme âgée, vivant dans l'ombre de la prospérité de ma fille et de mon gendre, endurant de petites humiliations pour l'opportunité de voir mes petits-enfants. Aujourd'hui, je me tenais au seuil d'une décision qui pourrait détruire leur vie. Ça me faisait peur, mais en même temps, ça me donnait un étrange sentiment de liberté. Pour la première fois, depuis des années, je n'agissais pas par peur de perdre les dernières miettes de chaleur familiale, mais par un sens de justice et de dignité. Le téléphone vibre. Un message de Juliette. Grand-mère, vas-tu bien? Maman dit que tu vis dans un hôtel. Est-ce vrai? Je m'inquiète. J'ai souri, touchée par l'inquiétude de ma petite fille, et répondis. Je vais bien. Ma chérie, je reste chez Monique. Te souviens-tu d'elle? La dame avec le chat et les biscuits au raisin. Ne t'inquiète pas pour moi. Une minute plus tard, arriva la réponse. Puis-je venir chez toi? Après l'école, maman ne doit pas savoir. J'hésitais. D'un côté, je voulais désespérément voir ma petite fille. De l'autre, je ne voulais pas la mettre dans une position où elle devrait mentir à ses parents. Laisse-moi parler à ta mère. D'abord, écrivis-je, je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. Maman ne me laissera pas. Suivit une réponse immédiate. Elle a dit que tu avais dit des choses méchantes sur papa. Et maintenant, nous ne devrions pas traîner avec toi. J'ai soupiré. Bien sûr, Héloïse essaierait de monter les enfants contre moi. C'était prévisible. Mais ça faisait mal quand même. Retrouvons-nous au café de la place. Demain après l'école. Écrivis-je après y avoir réfléchi. 16 heures. Juste, s'il te plaît, ne mens pas directement à tes parents. Dis que tu vas chez une amie pour un projet ou quelque chose. D'accord. Juliette répondit. Merci. Grand-mère, tu me manques. C'est ce simple mot. Tu me manques. Firen montèrent des larmes à mes yeux, malgré son apparente distance et sa rébellion adolescente. Juliette était toujours la petite fille qui grimpait sur mes genoux et me demandait de lui raconter une histoire. Et maintenant, elle me manquait. Juste un jour après mon départ. Le lendemain, je retrouvai Juliette au café de la place, un petit établissement chaleureux, au centre de Saint-Lé, où les habitués sirotaient du café et dégustaient des croissants. Juliette arriva à 16 heures précises, ses cheveux attachés en queue de cheval, ses yeux encore rouges. De la veille. Grand-mère, dit-elle doucement, s'asseyant en face de moi. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. À la maison, j'ai commandé 2 croissants et une tisane pour nous deux, essayant de créer une atmosphère détendue. Ce n'est pas ta faute. Ma chérie, répondis-je, posant ma main sur la sienne.
Parfois, les adultes font des erreurs et les enfants en souffrent. Ce soir-là, Monique et moi nous assîmes dans son bureau, entourés de papiers sur le bureau, des copies de documents que j'avais faites il y a 2 ans, les rapports originaux des essais cliniques, avec les données sur les effets secondaires et les versions modifiées qu'Antoine avait envoyées à la compagnie pharmaceutique. C'est assez pour intéresser le conseil médical. Dites Monique, étudiant les papiers, mais pour une enquête sérieuse, il en faut plus. As-tu accès à des données plus récentes? Je secouai la tête. Seulement ce que je vois, ou entends par hasard. Ces 6 derniers mois, Antoine a été très prudent, verrouillant son bureau, ne laissant jamais de documents, à la vue de tous. Dommage. Monique tapota ses doigts sur la table, mais ça devrait suffire pour commencer. Demain, je vais appeler Michel, le président du conseil médical, et demander une réunion. Ensuite, je contacterai Sophie, à la Chronique de Provence. Elle adore les scoops. Oh, es-tu sûr que c'est une bonne idée d'impliquer la presse? Demanda-je, hésitante. Ça pourrait faire mal aux enfants. Monique soupire. Hélène. Chérie, tu es trop gentille, mais réfléchis. Si ton gendre falsifie vraiment des données sur les effets secondaires d'un médicament qui va être mis sur le marché, nous parlons de la santé, voire de la vie des gens. Ce n'est pas une dispute domestique, c'est un crime. Je savais qu'elle avait raison. Le silence dans ce cas faisait de moi une complice. Mais la pensée d'être la cause d'un scandale public qui affecterait mes petits-enfants était presque physiquement douloureuse. Essayons d'abord la voie officielle, suggérai-je. Le conseil médical, peut-être la compagnie pharmaceutique. Si ça ne marche pas, alors nous irons à la presse. Monique hocha la tête, bien qu'il soit clair qu'elle aurait préféré une approche plus agressive. D'accord? Mais n'oublie pas, Antoine ne restera pas les bras croisés une fois qu'il réalisera que tu vas vraiment révéler la vérité. Il va commencer à se défendre et les défenses peuvent devenir très désordonnées. Je me souvenais du regard froid d'Antoine quand il posa ma valise sur le trottoir, de ces mots, que je devrais penser à Héloïse, et aux enfants, de son ton presque menaçant. Je comprends le risque, dis-je doucement. Mais je ne pouvais plus rester silencieuse. Pas après qu'ils ont rompu notre relation de leur propre chef. Monique sourit et serra ma main. Je suis fière de toi, Hélène. J'ai toujours su que sous cette coquille douce, il y avait un cœur d'acier. Nous passâmes 1 heure de plus à discuter des détails du plan, puis Monique partit appeler son fils. Et je restai dans son bureau, parcourant les documents et me souvenant de tout ce que j'avais vu et entendu ces 3 dernières années. Les effets secondaires qu'Antoine cachait étaient graves, allant de problèmes hépatiques à des symptômes neurologiques. Environ 20% des patients prenant ART-43 développaient ces complications, mais les rapports envoyés à la compagnie pharmaceutique réduisaient ce chiffre à 3%, une erreur statistique, comme Antoine l'avait dit dans une conversation téléphonique avec un collègue. Je me souvenais de la première fois où j'étais tombée sur ces documents, cherchant un bouton de manchette perdu d'Antoine dans son bureau. Il m'avait accusé d'avoir mal repassé sa chemise, et le bouton avait disparu. Une boîte de papier tomba de l'étagère, et parmi les feuilles éparpillées, je vis 2 rapports presque identiques, avec des données différentes. Au début, je pensais que c'était une erreur. Une coquille, puis j'entendis la conversation téléphonique d'Antoine, où il parlait ouvertement de corriger les données. Puis une conversation avec Héloïse, où elle l'exhortait à être prudent avec les documents. Pendant 3 ans, je restais silencieuse, me convainquant que je ne connaissais pas assez la médecine pour tirer des conclusions, qu'il y avait peut-être une explication logique, que pour le bien des enfants, il valait mieux ne pas intervenir. Mais maintenant qu'Héloïse avait elle-même détruit notre lien familial, je n'avais plus de raison de rester silencieuse. Antoine devait répondre de ses actes, et l'Héloïse devait répondre de sa complicité. Je rassemblai les documents,
dans le dossier que Monique avait proposé de garder dans son coffre-fort. Puis je sortis sur la véranda, où mon amie fumait, une habitude à laquelle elle revenait, en période de stress, malgré ses promesses d'arrêter. Je suis désolée, sourit-elle, coupable, remarquant mon regard. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Tout comme les vieux secrets, répondis-je, m'asseyant à côté d'elle. Nous restâmes silencieuses, regardant le jardin du soir. L'air d'octobre était frais, mais pas encore froid. Quelque part au loin, un chien aboyait. Une image paisible, complètement en décalage, avec la tempête qui allait éclater dans notre petite communauté. Es-tu sûre de vouloir faire ça? Demanda soudain Monique. Il n'est pas trop tard. Pour tout oublier, commencer une nouvelle vie, ici avec moi, sans scandale ni révélation. J'y réfléchis. Une partie de moi voulait vraiment cela. Une vie calme, paisible, avec une amie de confiance, loin des drames familiaux et des dilemmes éthiques. Mais l'autre partie de moi savait que je ne pourrais jamais être en paix avec moi-même si je me taisais. Je dois le faire, dis-je fermement, pas pour la revanche, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Monique hocha la tête, éteignit sa cigarette et prit ma main. Alors nous le ferons ensemble. Demain, je vais appeler Michel et fixer un rendez-vous et ensuite, quoi qu'il arrive, arrivera. Je m'assis dans la cuisine de Monique, sirotant mon café du matin et regardant le jardin à travers la grande fenêtre. Oscar, le chat de mon ami, était niché dans une chaise à proximité et se lavait paresseusement le visage. Une scène domestique paisible, complètement en décalage avec l'ouragan que j'avais déclenché hier après-midi. Après mûre réflexion, j'avais décidé d'agir rapidement et de manière décisive. Monique et moi avions appelé son ami de longue date, Michel Renaud, président du conseil médical de la ville, et organisé une réunion d'urgence. Michel, un homme aux cheveux gris, avec un regard perçant et une réputation d'éthique médicale incorruptible, examina les documents que je lui présentais. Dame Moreau, dit-il alors, ôtant ses lunettes et frottant l'arête de son nez, si tout cela est vrai, c'est une affaire très sérieuse. Falsifier les résultats d'un essai clinique est un délit. Je comprends, répondis-je, essayant de garder ma voix stable. C'est pourquoi je suis venue à vous. Réalisez-vous que cela ruinera la carrière de votre gendre et l'affectera probablement toute votre famille. J'ai hoqué la tête, sentant le poids de la décision, de tout mon être. Mais si nous ne l'arrêtons pas maintenant, des gens souffriront. Les effets secondaires qu'il cache pourraient avoir des conséquences graves sur la santé. Michel me regarda longuement, comme s'il évaluait ma détermination, puis hocha la tête. Je vais initier une enquête, immédiatement. Soyez prête à donner un témoignage formel. Après cela, les choses s'accélérèrent. À une vitesse incroyable, le conseil médical contacta la compagnie pharmaceutique pour laquelle Antoine travaillait. En même temps, Monique contacta l'éditrice du journal local, Sophie Lefebvre, pas pour une publication, mais pour que les journalistes soient prêts quand le scandale éclaterait. Et ainsi, aujourd'hui, juste 24 heures après, que j'avais quitté la maison de ma fille, toutes les chaînes d'information locales bruissaient du scoop. Médecin renommé a falsifié les résultats des essais cliniques. Lambert sous enquête. Clinique fermée en attendant l'enquête. Dans la version en ligne. De la chronique de Provence, je vis le visage familier de mon gendre. Une photo de lui lors d'une collecte de fonds l'année dernière, où il semblait un citoyen modèle et un professionnel médical respecté. Je pense que ça a commencé, dit Monique, entrant dans la cuisine, avec un bloc-notes à la main. Antoine vient d'être emmené de la clinique. Mais notez, des témoins disent qu'il criait au complot et à la calomnie. J'ai ressenti une étrange vide intérieure. Pas de jubilation, ni de satisfaction, mais plutôt de la fatigue. Et une légère nausée. Tu as fait ce qu'il fallait, Hélène. Monique posa sa main sur mon épaule. Il mettait en danger la vie des gens pour de l'argent et du prestige.
Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix, dans mon esprit. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Antoine devait répondre de ses actes, mais émotionnellement, je ne pouvais m'empêcher de penser à Héloïse et à mes petits-enfants, à comment cela affecterait leur vie. Le téléphone sonna, interrompant mes pensées. Le numéro d'Héloïse. J'hésitais, fixant l'écran. Tu n'as pas à répondre. Dites Monique. Secouai-je la tête. Je dois l'écouter. J'ai pressé le bouton de réponse et entendis la respiration saccadée de ma fille. Comment as-tu pu? Sa voix semblait à la fois en colère et désespérée. Comment as-tu pu nous faire ça? Héloïse. Essayai-je de parler calmement. Ton mari a falsifié les résultats des tests. Des gens auraient pu être blessés. Tout ne comprend rien, cria-t-elle. Tu as ruiné notre famille, notre réputation, nos vices. Et pourquoi? Pour te venger de nous, parce qu'on t'a demandé de partir. Je ne me venge pas, dis-je fermement. Si c'était juste une petite chose, je n'aurais jamais une petite chose. Interrompit Héloïse. Tu appelles ça trivial. Antoine a été arrêté. Devant nos enfants, la police fouillait notre maison. Mes enfants ont été interrogés. Maman? J'ai fermé les yeux, imaginant les visages terrifiés de Théo et Juliette. Cette pensée faisait mal. Je suis désolée que les enfants soient impliqués, dis-je sincèrement. Mais toi et Antoine auriez dû réaliser les risques de ce que vous faisiez. Chut. Je n'ai rien fait, cria encore Héloïse. Je soutenais juste mon mari. C'est normal. Tu le savais? Héloïse, objectai-je doucement. J'ai entendu tes conversations. Tu l'aidais à cacher la vérité? Il y eut une lourde pause. À l'autre bout de la ligne, il m'accuse de complicité. Dit enfin Héloïse, sa voix soudain calme et perdue. J'ai été licenciée, sans indemnité. Je pourrais perdre mon droit de travailler dans le domaine médical. Réalises-tu ce que tu as fait? Héloïse, essayai-je de trouver les bons mots. Je sais que c'est dur pour toi, mais pense aux patients qui auraient pu être blessés, aux conséquences si le médicament avait été mis sur le marché, avec de faux rapports de sécurité. Ne t'avise pas de me faire la leçon. La voix de ma fille redevint dure. Tu as trahi ta famille, ta propre fille. C'est impardonnable. Et toi, tu m'as chassé de la maison, dis-je doucement. Je pense que nous sommes quittes. Héloïse exhala brusquement, comme si je l'avais frappée. Sais-tu quoi? Tu n'es plus ma mère. Et tu n'es plus la grand-mère de mes enfants. Oublie-nous pour toujours. Avec ces mots, elle raccrocha. Je posai lentement le téléphone sur la table, me sentant étrangement engourdie, quelque part au fond de moi. J'espérais qu'Héloïse montrerait du remords, réaliserait la gravité de ce qu'elle et Antoine avaient fait. Mais tout ce qu'elle voyait était une trahison de ma part. Et elle ne réalisait pas sa propre culpabilité. Elle est sous le choc. Dis doucement, Monique, posant une tasse de café frais devant moi. Donne-lui du temps pour réaliser ce qui s'est passé. Je secouai la tête. Non, Monique, elle ne me pardonnera jamais. Et je ne suis pas sûre de pouvoir lui pardonner. C'est alors que le téléphone de Monique sonna. Elle décrocha, écouta l'interlocuteur, me lança un regard inquiet. Edith, bien sûr. Elle est ici, mais Héloïse. Je ne pense pas que ce soit le bon moment. J'étendis la main pour le récepteur. Monique me le tendit, à contre-cœur. Es-tu satisfaite? La voix d'Héloïse semblait rauque, comme si elle avait crié ou pleuré longtemps. As-tu obtenu ce que tu voulais? Hélène, déciée, fatiguée. Je ne voulais blesser personne, surtout pas les enfants. Il est trop tard pour penser aux enfants, cria-t-elle. Tu as déjà tout ruiné. Antoine est en résidence surveillée. Il est libéré sous caution, mais il n'a pas le droit de quitter la ville. La clinique est fermée. J'ai été licenciée. Nos comptes sont gelés. Comment allons-nous vivre? Y as-tu pensé? Tu as une éducation, lui rappelai-je. Tu peux trouver un autre travail. Et vous avez une maison. Une maison? Héloïse rit amèrement. De quelle maison parles-tu? As-tu une idée de ce qui se passe en ville?
Tout le monde parle de nous. Les voisins ont cessé de dire bonjour. Les amis ne répondent plus à nos appels. Claire Martin, ma meilleure amie de l'université, vient d'annuler notre rendez-vous. Elle a dit qu'elle était mal à l'aise de fréquenter dans la situation actuelle. 15 ans d'amitié, et juste comme ça. Je soupirais. L'isolement social était une autre conséquence, à laquelle je n'avais pas pensé. Je suis désolée pour ce qui s'est passé, dis-je sincèrement. Mais toi et Antoine avez fait un choix quand vous avez décidé de falsifier les résultats des tests. Je n'ai rien falsifié, cria Héloïse. Je ne faisais qu'aider mon mari. La complicité est aussi un crime, lui rappelai-je doucement. Et toi, ma propre mère, va témoigner contre moi. Il y avait de l'incrédulité dans sa voix. J'hésitais. C'était une chose de remettre des documents sur les manigances d'Antoine, et une autre de témoigner contre ma fille en personne. Je dirais seulement la vérité. Dis-je enfin, sur ce que j'ai vu et entendu. Alors, oui, dit Héloïse amèrement. Tu as trahi ta famille. Non, dis-je fermement. Tu as trahi l'éthique médicale en aidant Antoine à couvrir les effets secondaires dangereux du médicament. C'est toi qui as mis les patients en danger. Pour un gain financier. Il y eut une lourde pause à l'autre bout de la ligne. Sais-tu quoi? Dit enfin Héloïse, d'une voix calme, presque posée. Je pensais toujours que tu étais faible, silencieuse, soumise, toujours à céder, mais il s'avère que tu es la personne la plus cruelle et calculatrice que je connaisse. Félicitations, maman. Tu as gagné. Nos vies sont ruinées. Avec ces mots, elle raccrocha. Je posai lentement le téléphone, me sentant vide à l'intérieur. Elle est sous le choc, dit doucement Monique, prenant le téléphone de mes mains. Donne-lui du temps pour traiter ce qui s'est passé. Je secouai la tête. Non, Monique, elle ne me pardonnera jamais. Et je ne suis pas sûre de pouvoir lui pardonner. Je ne pus dormir longtemps cette nuit-là, pensant aux conséquences de ma décision. J'avais fait ce que je pensais être juste, mais le prix était élevé. J'avais peut-être perdu ma fille pour toujours et risqué ma relation avec mes petits-enfants, la famille d'Antoine et Héloïse était détruite financièrement, socialement, émotionnellement, leur réputation dans la ville, qu'ils considéraient autrefois comme leur forteresse, était réduite en cendres, et pourtant, en m'endormant le matin, je ne ressentais aucun regret, seulement la certitude tranquille que j'avais fait ce qu'il fallait, même si je devais porter le fardeau de cette décision pour le reste de ma vie. 3 mois passèrent rapidement. Janvier couvrit Saint-Rémy d'un manteau blanc de neige, transformant la petite ville en une carte de Noël. Assise près de la fenêtre, dans le salon de Monique, je regardais les flocons de neige tourbillonner sous la lumière des réverbères et réfléchissais à comment ma vie avait changé pendant ce temps. Le scandale autour d'Antoine s'était progressivement calmé, les premières semaines tumultueuses. Où son nom était en première page des journaux locaux avaient été remplacés par une enquête plus calme, mais non moins minutieuse. La compagnie pharmaceutique annula tous les contrats avec lui et lança sa propre révision. Sa licence médicale restait suspendue, sa clinique fermée. La plupart des patients impliqués dans les essais intentèrent une action collective. Héloïse perdit son emploi d'administratrice de la clinique. D'après ce que je savais de Théo, essayait de trouver un nouveau travail. Mais la réputation d'être la femme d'un médecin fraudeur fermait de nombreuses portes devant elle. La situation financière de la famille devenait de plus en plus précaire. Ils avaient déjà vendu une de leurs voitures et licencié la femme de ménage. J'observais tout cela avec des sentiments mitigés. D'un côté, je ne ressentais aucune jubilation ni satisfaction face à leur malheur. De l'autre, je réalisais que les conséquences étaient inévitables et méritées. Antoine et Héloïse avaient fait un choix quand ils décidèrent de falsifier les résultats de la recherche
Et maintenant, ils ont payé le prix. À quoi penses-tu? Monique entra dans le salon avec 2 tasses de chocolat chaud, encore des affaires de famille. J'acceptai la tasse avec gratitude et hocha la tête. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Théo. Il a 14 ans. J'ai envoyé un cadeau par coursier, mais je ne suis pas sûre qu'Héloïse le laissera l'accepter. Monique ricana, s'installant dans le fauteuil en face. Si elle jette un cadeau pour son propre fils, juste par orgueil, elle est encore plus stupide que je ne le pensais. Elle est juste blessée, contrais-je doucement, et effrayée. Tout son monde s'effondre. Un monde construit sur des mensonges s'effondrera rano ou tard, dit Monique, philosophiquement. Au fait, te souviens que demain nous rencontrons Paul pour signer les documents du fonds d'éducation. Je hochai la tête. Après mûre réflexion, j'avais décidé de créer un fonds d'éducation pour Théo et Juliette. Indépendamment des actions de leurs parents, les enfants ne devaient pas souffrir. Paul, le fils de Monique et avocat prospère, avait aidé à organiser pour que ni Antoine ni Héloïse ne puissent accéder à l'argent. Il devait être utilisé uniquement pour les besoins éducatifs des petits-enfants. Penses-tu qu'Héloïse verra cela comme une autre tentative d'ingérence? Demanda-je. Hésitante, peut-être, haussa Monique les épaules. Mais ça ne devrait pas t'arrêter. Tu ne fais pas ça pour elle. Tu le fais pour les enfants. Ma vie avait changé de manière spectaculaire. Ces 3 derniers mois, je n'étais plus une femme âgée, vivant dans l'ombre, du bien-être de ma fille et de mon gendre, endurant de petites humiliations. Pour l'opportunité de voir mes petits-enfants, je partageais maintenant une maison spacieuse avec ma meilleure amie, avais une vie sociale active et gérais mon temps, comme je l'entendais. Monique et moi assistions à des expositions d'art et des concerts, alliance au théâtre local, et participions à un club de lecture. À Noël, nous sommes allés dans une ville voisine pour 2 jours, séjournant dans un hôtel confortable donnant sur le fleuve. En février, nous planifions un petit voyage en Italie pour échapper à l'hiver froid. Financièrement, j'étais aussi indépendante. L'argent de la vente de la maison, dont une partie avait été investie dans les placements d'Antoine, m'avait été rendu dans le cadre de l'enquête. Il s'avéra que mon gendre avait détourné ses fonds, ajoutant un autre point à sa liste de transgressions. Maintenant, ces fonds, avec mes économies de retraite, me permettaient de vivre une vie décente et de ne pas m'inquiéter pour l'avenir. Mais malgré tous les changements positifs, il y avait encore une blessure dans mon cœur. La séparation avec ma fille et la communication limitée avec mes petits-enfants. Héloïse refusait catégoriquement de me parler. Son dernier message, envoyé 2 semaines après l'arrestation d'Antoine, était: j'espère que tu es satisfaite des résultats de ta trahison. N'essaie pas de nous contacter. Avec les petits-enfants, la situation était plus compliquée. Juliette, toujours plus prudente et encline au compromis, communiquait avec moi rarement et en cachette. Messages courts, appels volés. Elle était déchirée entre la loyauté envers ses parents et l'affection pour moi. Théo, en revanche, montrait une indépendance de jugement, surprenante pour son âge. Il m'écrivait régulièrement, appelait parfois, et était même venu me voir, quelquefois, disant à ses parents qu'il allait chez un ami. Lors de sa dernière visite, il y a 1 semaine, nous eûmes une longue conversation sur ce qui s'était passé. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Grand-mère, dit-il, assis à la table de la cuisine et réchauffant ses mains sur une tasse de cacao. Papa ne faisait pas ce qu'il fallait, et tu ne pouvais pas te taire. Merci, Théo, dis-je doucement, touché par sa compréhension. Peu d'adultes peuvent voir les choses si clairement. Mais maman est toujours très en colère, continua-t-il, fronçant les sourcils. Elle dit que tu as détruit notre famille, par vengeance. J'ai soupiré. Héloïse continuait à ne voir que des motifs personnels dans mes actions.
refusant de reconnaître la gravité de ce qu'elle et Antoine faisaient. Ta maman est effrayée et confuse, expliquai-je. Quand les gens ont peur, ils cherchent souvent autour d'eux quelqu'un à blâmer au lieu de se regarder eux-mêmes. Comment va papa demanda-t-il après une pause. Essayant de garder sa voix neutre, Théo haussa les épaules. Je ne sais pas. Il ne parle pas beaucoup. Reste dans son bureau toute la journée. Parfois, j'entends lui et maman se disputer la nuit. Mon cœur se serra. Malgré tout ce qui s'était passé, je ne voulais pas un cauchemar familial. Pour mes petits-enfants. Et toi demandai-je doucement. Comment va l'école? Bien, tenta-t-il de sourire. Mais c'était un sourire étrange. C'était dur au début. Tout le monde parlait de papa, montrait du doigt. Mais c'est mieux maintenant. J'ai des amis qui s'en fichent. C'est alors que Théo me dit que Juliette avait plus de mal. Avec la situation, l'approbation sociale compte beaucoup plus à 16 ans qu'à 13 ans. Certains de ses amis avaient cessé de la fréquenter. Son petit ami avait rompu la relation. Elle commençait à moins bien réussir. À l'école, pleurait souvent et sortait à peine de sa chambre. Je pris toutes ces nouvelles avec des sentiments mitigés. Je ne voulais pas que les enfants souffrent, mais je réalisais que mes actions étaient nécessaires. Antoine ne pouvait pas continuer à mettre les patients en danger, et je ne pouvais pas rester une complice silencieuse. La sonnette retentit, me tirant de mes pensées. Monique, qui lisait un livre, dans le fauteuil de l'autre côté du hall, haussa les sourcils. De surprise. Attends-tu quelqu'un? Je secoua la tête et allai ouvrir la porte. À ma stupéfaction, Héloïse se tenait sur le seuil. Pile, amaigrie, avec des cernes sous les yeux. Puis-je entrer? Demanda-t-elle, évitant de me regarder dans les yeux. Nous devons parler. J'ai reculé en silence, la laissant entrer. Dans la maison, Héloïse entra, regardant autour d'elle avec lassitude, comme si elle s'attendait à un piège. Lorsqu'elle vit Monique, elle se tendit encore plus. Peut-être devrions-nous parler en privé, demandai-je, me tournant vers ma fille. Héloïse hocha la tête. Monique se leva, avec compréhension et avec un regard rassurant. Quitta la pièce. Assieds-toi, désignai-je le canapé. Tu du thé? Non, répondit Héloïse, sèchement, mais s'assit. Je ne suis pas venue pour boire du thé. Je m'assis dans le fauteuil en face. Me préparant à une conversation désagréable, Héloïse semblait épuisée, mais il y avait de la détermination dans ses yeux. Antoine plaide coupable, dit-elle soudain. Dans un accord de plaidoyer, il risque une probation et une lourde amende, mais pas de prison. Je suis contente que les enfants ne perdent pas leur père, répondis-je sincèrement. Héloïse me lança un regard rapide, comme pour vérifier si je me moquais d'elle. Bien sûr, sa carrière médicale est terminée, continua-t-elle amèrement. Et la mienne aussi. Personne ne veut t'embaucher. La femme d'un médecin tricheur, même pour un poste administratif. Je restais silencieuse, ne sachant que dire. Toute expression de sympathie aurait pu sembler fausse. Dans leur situation actuelle, tu dois être heureuse, dit Héloïse, avec défi. Tu as obtenu ce que tu voulais, ruiner nos vies. Je n'ai jamais voulu ruiner ta vie, répondis-je doucement. Je voulais arrêter une pratique dangereuse, qui pourrait blesser des gens. Et pour ça, tu as trahi ta propre famille. Il y avait une vieille rancune dans sa voix. Non, Héloïse, dis-je fermement, je n'ai pas trahi ma famille. J'ai fait ce que tout citoyen responsable devrait faire. Ce que toi et Antoine avez fait n'était pas juste contraire à l'éthique. C'était un crime. Héloïse détourna le regard, ses épaules s'affaissant légèrement. Je ne savais pas tout, dit-elle doucement. Antoine ne m'a pas misé dans tous les détails. Je ne faisais qu'aider avec la paperasse. Oh, tu en savais assez, dis-je doucement, mais avec insistance. J'ai entendu tes conversations. Je t'ai vu aider à modifier les rapports. Je faisais confiance à mon mari, s'exclama-t-elle avec une soudaine fureur.
Est-ce un crime? Il disait que tout était sous contrôle, que c'était une pratique standard dans la recherche, que les effets secondaires étaient négligeables. Et tu l'as cru? Demanda Ye, la regardant droit dans les yeux, même quand tu voyais les vrais chiffres, même quand tu entendais parler des patients avec des complications graves. Héloïse ne répondit pas, détournant le regard. Dans son silence, je vis la réponse, plus clairement que n'importe quel mot. Pourquoi es-tu venue? Héloïse, demanda Ye, après une pause. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait ses forces. Théo veut vivre avec toi, dit-elle enfin. Il l'a dit hier. Il a dit que si nous ne le laissions pas te voir, il viendrait quand même, en cachette. Je fus stupéfaite. Oui, Théo avait montré de l'affection pour moi, mais je n'avais jamais imaginé qu'il prendrait une telle mesure. C'est juste un enfant, dis-je prudemment. Peut-être reste juste une réaction émotionnelle au stress. Non, Héloïse secoua la tête. Il est sérieux. Il a rassemblé des informations sur les droits des mineurs, sur le fonctionnement du système de garde. Il a même trouvé des précédents légaux pour des enfants de son âge, pouvant choisir avec qui ils voulaient vivre. J'étais impressionnée par la détermination et l'initiative de mon petit-fils. Que veux-tu que je fasse? Demanda Ye. Je veux que tu le dissuades, répondit Héloïse, me regardant droit dans les yeux pour la première fois. De toute la conversation, dis-lui que tu ne peux pas l'accueillir, que tu n'as pas les conditions. N'importe quoi. Mais ce n'est pas vrai, contrais-je. J'ai les conditions. Et le désir de voir mes petits-enfants, je l'ai toujours dit. Donc, tu veux aussi me prendre mon fils. Il y avait du désespoir dans sa voix. Non seulement tu as ruiné notre réputation, notre carrière, notre situation financière. Maintenant tu veux prendre nos enfants? Je ne veux prendre personne. Héloïse, dis-je fermement. Mais je ne mentirai pas à Théo. S'il veut me voir, j'en suis heureuse. S'il veut rester avec moi un moment, je ne dirai pas non. Mais la décision doit être la sienne, pas la mienne, ni la tienne. Héloïse couvrit son visage de ses mains. Pendant un instant, je pensais qu'elle allait pleurer, mais quand elle baissa ses mains, ses yeux étaient secs. J'ai tout perdu, dit-elle doucement. Mon travail, ma réputation, mon respect, Antoine. Il n'est plus l'homme que j'ai épousé, il est brisé en colère. Juliette s'est renfermée par la peine. Et maintenant, Théo veut partir. Pour la première fois, de toute la conversation, je ressentis une pointe de sympathie, malgré tout ce qui s'était passé entre nous. Héloïse était toujours ma fille, et il me faisait mal. De la voir souffrir, peut-être devrions-nous envisager un compromis, suggérai-je. Si Théo pouvait passer les week-ends, ou quelques jours par semaine, chez moi, ça lui donnerait l'espace dont il a besoin, mais il resterait partie de votre famille. Héloïse me regarda, fatiguée. Penses-tu vraiment que ça pourrait marcher? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement, mais ça vaut la peine d'essayer. Pour le bien de Théo. Elle hocha lentement de la tête, comme si chaque mouvement demandait un effort. D'accord. Qu'il vienne pour le week-end. Nous verrons comment ça fonctionne. Et Juliette? Demandai-je prudemment. Elle pourrait venir aussi si elle le voulait. Juliette traverse une période difficile, répondit Héloïse, de manière évasive. Donne-lui du temps. J'ai hoché la tête, réalisant que je ne devais pas insister. L'important était que la porte, pour communiquer avec mes petits-enfants, était maintenant entr'ouverte. Il y a autre chose, dit Héloïse, se levant. J'ai entendu que tu créais un fonds d'éducation pour les enfants. Oui, confirmai-je. Indépendamment de notre relation, je veux assurer leur avenir. Merci, dit-elle doucement. Le mot semblait difficile à Noé. Vu notre situation financière actuelle, cela aidera. J'ai hoché la tête, ne voulant pas souligner sa gratitude, qui avait clairement coûté un effort. Je vais y aller, dit Héloïse, se dirigeant vers la porte. Théo peut-il venir ce vendredi? Bien sûr, répondis-je. Je l'attendrai. Quand la porte se ferma. Derrière elle,
Je restais longtemps dans le couloir, digérant ce qui s'était passé. Monique s'approcha doucement et posa sa main sur mon épaule. Comment ça s'est passé? Mieux que ce que j'attendais, répondis-je honnêtement. Théo viendra les week-ends. Peut-être que Juliette viendra aussi, éventuellement. C'est bien, hocha-t-elle. Les enfants ne devraient pas souffrir à cause des erreurs de leurs parents. Oui, acquiesçai-je, mais ajoutai avec un sourire triste, bien que Héloïse pense toujours que c'est ma faute, pas leurs actions. À elle et Antoine. Elle a besoin de temps, dit Monique. Philosophiquement, elle ne reconnaîtra peut-être jamais pleinement sa culpabilité, mais avec le temps, sa colère s'apaisera. Je hochai la tête, réalisant la sagesse de ces mots, une réconciliation complète. Avec ma fille, n'arriverait probablement jamais. Trop de choses avaient été dites et faites des deux côtés, mais peut-être avec le temps. Nous pourrions trouver un moyen de coexister, ne serait-ce que pour le bien des enfants. Ce soir-là, assise dans ma chambre, regardant le jardin enneigé, je réfléchis au tournant qu'avait pris ma vie il y a 3 mois. J'étais une invitée indésirable dans la maison de ma fille, endurant de petites humiliations pour l'opportunité de voir mes petits-enfants. Aujourd'hui, j'étais une femme indépendante, vivant pleinement sa vie, libre des relations toxiques et de la complicité silencieuse. Dans les crimes d'autrui, le prix de cette liberté était élevé. La séparation avec ma fille, la souffrance de mes petits-enfants, la destruction de la famille, que j'aimais malgré tout. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Parfois, il faut faire des choix difficiles pour vivre en harmonie avec sa propre conscience. Je sortis de mon tiroir de bureau la petite boîte que j'avais préparée pour l'arrivée de Théo vendredi, une montre de poche qui avait appartenu à son grand-père, un symbole du temps, toujours en mouvement, ne s'arrêtant jamais, ni ne revenant en arrière. Et la vie non plus. Ma nouvelle vie ne faisait que commencer. À 70 ans, j'ouvrais un nouveau chapitre avec des amis qui étaient devenus une famille, avec des petits-enfants dont les relations seraient construites sur l'honnêteté, le respect mutuel, avec des projets et des rêves qui semblaient autrefois hors de portée. Je ne savais pas ce que l'avenir apporterait. Peut-être qu'avec le temps, Héloïse s'adoucirait et trouverait la force d'affronter la vérité. Peut-être que Juliette surmonterait sa réticence et redeviendrait la fille ouverte et curieuse que je connaissais. Peut-être que Théo trouverait un équilibre entre vivre avec ses parents et passer du temps avec moi. Mais même si rien de tout cela n'arrivait, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Dans un monde où il est si facile de fermer les yeux sur le mensonge, de choisir le confort plutôt que la vérité, j'avais trouvé la force de me tenir du côté de la justice, même au prix des liens familiaux. Et dans cette décision, dans cette capacité à rester fidèle à moi-même, même face à la perte, j'avais trouvé la satisfaction et la dignité que des années de complaisance et d'auto-illusion ne pouvaient pas donner.